des maladresses flagrantes de l'opposant Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire, je ne voudrais pas, pour ainsi dire, remuer le couteau dans la plaie douloureuse qu'il ressent à l'instant précis où je parle. Car l'exclusion électorale, l'exclusion citoyenne dont il vient d'être victime est loin de devoir ou de mériter d'être de près ou de loin encouragée. Cette exclusion est la énième exclusion de cette nature, subie par les opposants politiques en Côte d'Ivoire, et elle ressemble comme deux gouttes d'eau à des exclusions similaires subies par des opposants politiques dans plusieurs autres pays africains. Mon propos ici n'est pas de dire c'est bien fait. Mon propos ici n'est pas de dire, comme on dirait dans mon pays natal, le Cameroun, Achou Kangongoli. Mon propos, c'est pas de dire, comme on dit, dans ma terre adoptive de Côte d'Ivoire, Belelou. Mon propos est d'analyser le positionnement de l'opposant Tidiane Thiam dans cette séquence historique particulière en Côte d'Ivoire pour en tirer des leçons pour nous tous. Car, en effet, ce que je vais démontrer, c'est qu'il a posé successivement des gestes que nous devrions éviter, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais partout ailleurs en Afrique, où nous aspirons à rendre à nos peuples endoloris, dominés, opprimés, écrasés, exploités, leur souveraineté, leur prospérité, leur sécurité et leur dignité. Mais nous allons procéder de manière méthodique, afin que nul ne perçoive dans cette intervention une quelconque forme de règlement de compte. Car je dis bien, il s'agit d'apprendre des maladresses de cet homme politique et de la situation extrêmement scandaleuse, désagréable, terrible dans laquelle il se trouve. D'abord par la faute, bien sûr, d'Alassane Dramane Ouattara, mais ensuite et surtout par sa propre faute, lui, Tidiane Thiam. Car, bien sûr, la responsabilité de l'exclusion électorale, de l'exclusion citoyenne que subit Tidiane Thiam, incombe à Alassane Dramane Ouattara. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Ce régime est connu pour sa propension à instrumentaliser la justice dans ce qu'on appelle les méthodes du lawfare contre ses opposants. Mais nous allons analyser ce qui, dans le positionnement, la démarche même de Tidiane Thiam, a rendu inéluctable la désillusion dans laquelle il se retrouve aujourd'hui et qui doit être une leçon et une école pour nous tous. Commençons par le commencement. Mais personne de sérieux ne peut dire que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Puisqu'il est né en Côte d'Ivoire de père et de mère ivoiriens. Personne de sérieux ne peut dire que Tidiane Thiam soit le seul ivoirien de naissance, de père et de mère, à avoir acquis d'autres nationalités. Car des Ivoiriens ayant acquis d'autres nationalités, il y en a probablement des millions. Et il y a des Ivoiriens qui sont là et qui sont dans le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Il y a des Ivoiriens qui sont là et qui sont des députés du parti d'Alassane Dramane Ouattara, le RHDP, qui sont nés de père et de mère ivoiriens et qui possèdent des passeports de pays étrangers. Et je pense que le rôle fondamental de ce scandale de plus qui vient d'avoir lieu sera d'amener le peuple ivoirien à passer en revue l'état des nationalités de la totalité de ses élus. Depuis les élus des conseils départementaux, des conseils régionaux, jusqu'aux élus des conseils municipaux, jusqu'aux élus de l'Assemblée nationale, jusqu'aux membres du Sénat, jusqu'aux membres du gouvernement et jusqu'au président autoproclamé de la République, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, pour tenter de troubler la tranquillité de toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagée. Cette énième affaire d'exclusion
est l'occasion pour le peuple ivoirien de se donner les moyens de passer en revue l'état de sa classe politique. Je dis d'abord à l'avantage de Tidiane Thiam ceci. Si on mène une enquête dans le RHDP, dans le gouvernement RHDP, si on remet à nouveau une enquête sur Alassane Draman Ouattara lui-même, on verra que ce qui est reproché en se servant de l'article 48 de la Constitution actuelle, ce qui est reproché à Tidiane Thiam est reprochable à des dizaines de membres de l'actuel gouvernement ivoirien. Cela est reprochable à des centaines de députés ivoiriens, pas seulement du RHDP, mais également de l'opposition. Cela est reprochable à des milliers d'élus municipaux, d'élus départementaux, d'élus régionaux, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À savoir, le fait qu'ils aient acquis une autre nationalité après leur nationalité ivoirienne originelle. De telle façon que, en réalité, la Côte d'Ivoire a ici un devoir à contracter, c'est de mettre en ordre les lois, de telle façon qu'elles reflètent la réalité de la diversité de sa population. Ou alors, de régresser vers une promotion de la mononationalité ivoirienne comme condition de toute activité politique. Là, ce n'est pas simplement sur le cas de Tidiane Thiam que je m'appesantis dans cette introduction. Je veux d'abord indiquer qu'il y a un problème. Pas seulement en Côte d'Ivoire. Ce problème se pose dans plusieurs pays africains. Comme mon pays natal, le Cameroun. Où en 1968, le tyran d'alors, Amadou Babatoura Ahidjo, a fait voter une loi d'une discrimination incroyable et qui est utilisée par le régime de Paul Biya comme un instrument d'exclusion contre les diasporas camerounaises et notamment contre les opposants camerounais ayant acquis d'autres nationalités que leur nationalité originelle, la nationalité camerounaise. Moi, qui me tiens devant vous à cet instant, je suis Camerounais de naissance, par mon père, par ma mère et même par mon lieu de naissance. J'ai acquis en 2000 la nationalité française. La loi française reconnaît le droit à la double nationalité. Mais Paul Biya a fait écrire, et il était ministre d'Ahidjo. Lui et Ahidjo ont fait écrire ceci. L'homme camerounais qui acquiert une autre nationalité que la nationalité camerounaise perd la nationalité camerounaise. C'est ce qu'ils ont écrit dans la loi camerounaise. Attention, ce n'est pas vrai pour la femme. Hein? Regardez une république où il y a une loi qui exclut de certains droits les mâles, mais qui n'exclut pas les femelles. La loi camerounaise ne retire pas la nationalité camerounaise à la femme camerounaise qui acquiert une autre nationalité. Alors, comment Paul Biya, laissons d'abord la Côte d'Ivoire, comment Paul Biya utilise-t-il cette loi là-bas au Cameroun? D'abord, Paul Biya lui-même, dans sa propre famille, ses enfants ont plusieurs passeports. Mais aucun d'eux n'a perdu sa nationalité camerounaise pour cela. Un de mes amis, avocat spécialisé dans la question, Maître Ndjifouta Owochawa Boubek, m'a fait remarquer que, en fait, la loi camerounaise dit même que pour que la perte de la nationalité camerounaise soit actée, il faudrait qu'il y ait un décret du président de la République concernant un Camerounais ayant acquis une autre nationalité, pour que cette perte soit actée selon la loi. Mais d'abord, la loi est injuste. Elle est injuste parce qu'elle ne correspond pas à la réalité sociologique camerounaise. Elle est injuste parce qu'elle n'est pas respectée par Paul Biya. Et les membres de sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants qui ont plusieurs nationalités et qui conservent la nationalité camerounaise. La loi n'est pas respectée par les ministres du gouvernement de Paul Biya, qui sont nombreux à avoir acquis plusieurs nationalités étrangères. La nationalité américaine, la nationalité française, la nationalité belge, la nationalité allemande, la nationalité suisse, plusieurs ministres, la nationalité britannique, plusieurs ministres. Et c'est la situation pour plusieurs députés. C'est la situation pour plusieurs sénateurs. C'est la situation pour plusieurs élus municipaux. Et c'est la situation de millions de Camerounais qui, de fait,
continue à posséder plusieurs passeports. Le passeport camerounais et le passeport du pays dont ils ont acquis la nationalité. Ou des pays dont ils ont acquis la nationalité. Or, que fait Paul Biya? Au nom de cette prétendue loi, il fait la liste de tous ceux qui ont acquis, parmi les hommes camerounais, une nationalité étrangère et qui ne sont pas soumis à son régime. Il nous exclut de la participation, de l'inscription à la liste électorale, il nous exclut de la participation aux élections, il nous exclut de la vie politique nationale. Dès lors que tu es opposant, Paul Biya prend cette loi-là et l'utilise pour t'exclure de ton pays natal. Les membres de son gouvernement qui sont soumis à lui, les députés qui sont soumis à lui, les hommes d'affaires qui sont soumis à lui, les footballeurs professionnels qui sont soumis à lui, ils peuvent avoir toutes les nationalités qu'ils veulent. Et ils les ont. Si vous regardez par exemple les équipes nationales du Cameroun, notamment par exemple l'équipe nationale de football, il n'y a pratiquement pas un seul joueur professionnel de l'équipe nationale de football du Cameroun qui n'est pas acquis, en plus de sa nationalité camerounaise, la nationalité d'un pays européen. Donc la loi, la pseudo-loi de 1968 au Cameroun est utilisée par Paul Biya comme une machine pour combattre ses opposants politiques. Comme Nyamsi ou Cameroun ou Africa est opposé à Paul Biya, il utilise la loi de 68 contre moi pour refuser de renouveler mon passeport, renouveler ma carte d'identité camerounaise, refuser mon inscription dans la liste électorale. Mais il y a des millions de Camerounais qui ont plusieurs passeports, qui sont dans la liste électorale, mais qui, précisément, ont montré patte blanche. Parce que Paul Biya les a identifiés comme n'étant pas opposants à lui et ne constituant pas une résistance contre son régime. Voilà la situation au Cameroun. Et je pense que si on fait une enquête dans plusieurs autres pays africains où il y a des régimes autocratiques comme celui du Cameroun, on verra que la nationalité, les lois sur la nationalité sont l'un des outils utilisés par les tyrans pour réprimer leurs opposants. Là, je vous ai parlé de la situation au Cameroun. Histoire de dire à Tidiane Thiam, bienvenue au club. Et qu'il prenne conscience que le problème en question se posait en Côte d'Ivoire pour beaucoup d'Ivoiriens avant lui. Et cela ne semblait pas beaucoup l'inquiéter parce qu'il n'est pas connu au débat pour la défense des Ivoiriens exclus. On ne le connaissait pas dedans. Pourtant, ce problème-là se pose. Bon. Je voulais essayer de vous montrer que je parle avec responsabilité de ce que j'appelle les maladresses de Tidiane Thiam. Je n'en parle pas dans l'esprit, littéralement, de l'enfoncer, puisqu'il est dans le trou, vouloir l'enfoncer. Je n'ai pas besoin de l'enfoncer. De toutes les façons, parce que, comme je vais vous le démontrer, moi, je ne l'ai jamais considéré comme un véritable challenger pour la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Il y a des hommes d'État plus lourds qui sont dans la place. Et qui sont, quelle que soit sa manière de se sonder, de s'auto-sonder, devant lui. Le président Laurent Gbagbo, le président Guillaume Soro, Tidiane Thiam ne peut pas les battre dans une élection en Côte d'Ivoire. Il ne peut même pas battre Alassane Ouattara dans une élection en Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, je passe à la démonstration de ce que j'appelle les maladresses. Les maladresses de Tidiane Thiam. La première maladresse de Tidiane Thiam, c'est qu'après son séjour au gouvernement de Côte d'Ivoire, dans les années 90, et quand il s'est expatrié, quand il est parti de Côte d'Ivoire, il s'est complètement absenté du débat, du combat et des luttes politiques de son pays. Quelqu'un qui se prédestine à servir un jour son pays au plus haut niveau ne peut pas pendant 20 ans disparaître de tous les tabloïds après avoir été, le temps d'une éclipse, ministre. Ce n'est pas possible. C'est la première des grandes maladresses de Tidiane Thiam. On ne peut pas nier que ce monsieur soit un Ivoirien. Celui qui nie cela est méchant, il est du diable. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Mais sa première maladresse, c'est de n'avoir pas marqué sa présence dans les grandes luttes politiques qui ont eu lieu alors qu'il était à l'âge du combat politique. Tidiane Thiam est un homme de pratiquement 60 ans, si je ne m'abuse. Moi, j'en ai 53. Mais en dehors de son court passage au gouvernement, sous le président Bédié, Tidiane Thiam s'est absenté du débat politique ivoirien, du combat politique ivoirien. Toutes les discriminations, tous les ostracismes, toutes les dérives,
tous les risques, toutes les tragédies que la Côte d'Ivoire a connues se sont déroulées entre, mettons, 1995 et, mettons, jusqu'à 2022, sans que Tidiane Thiam n'y affirme sa personnalité politique. Ça, c'est la première des maladresses. Il ne faut jamais s'absenter du débat politique sur son pays. On peut prendre un critère très simple pour cela. Demandons à M. Thiam combien de tribunes a-t-il écrites sur la Côte d'Ivoire entre la fin de son séjour au gouvernement et son retour dans la politique ivoirienne active en 2022. Il a écrit combien de tribunes sur la Côte d'Ivoire? Il a écrit combien de livres pour dénoncer les problèmes qu'il y avait dans son pays? Il a participé à combien d'actions politiques pour combattre? Lorsque même il y a eu la crise de 2020, avec le président Bédié à la tête du CNT, pour tenter d'arracher la Côte d'Ivoire des mains de Ouattara, où était Tidiane Thiam? Il n'a pas participé aux heures décisives de la lutte de la Côte d'Ivoire ces 30 dernières années. C'est sa première maladresse. Et voilà pourquoi je m'étonne qu'il se mette à se vanter sur la base de sondages sortis de son cerveau et de sa fantaisie, se vanter d'être le principal opposant ivoirien. Devant un Laurent Gbagbo, qui est présent dans la vie politique ivoirienne depuis les années 70. Lui, Tidiane Thiam, il se lève et dit que lui, il a reçu un sondage, je ne sais pas s'il l'a reçu en rêve comme un songe de Descartes, qui lui a dit que lui, il est devant Babou. Il est devant Ouattara. Il va battre Ouattara au deuxième tour. Donc, voici d'abord quelqu'un qui s'absente de son pays au sens politique du terme pendant plus de 20 ans et qui apparaît comme un lapin de prestidigitateur comme ça pour dire que c'est lui qui est le type le plus important dans son pays. Vous avez vu ça où? Quelqu'un qui abandonne la politique pendant 20 ans. Et puis c'est lui le type, l'homme providentiel de tout le pays. Bon, voilà donc l'homme providentiel de tout le pays. Quand il a demandé à tout le pays de sortir pour montrer sa colère, mais c'est RFI qui comptait ses militants. Combien sont sortis? Quelqu'un qui est majoritaire dans le pays, il fallait minimum, dès lors qu'il appelle à manifester, on devait voir au moins 100 000, 200 000, 300 000 Ivoiriens dehors. Je dis bien minimum. Il y a eu combien? Il y a eu combien? Qu'est-ce qu'il y a eu quand il a fait son appel à manifestation? Bon. Deuxième maladresse de Tidiane Thiam. Au moment où il entreprend de revenir en Côte d'Ivoire, bon, il a raison de prendre langue avec celui qui exerce le pouvoir puisqu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Il a raison, en effet, de venir doucement auprès d'Alassane Dramane Ouattara, puisqu'on connaît Alassane Dramane Ouattara comme un homme intransigeant. Mais l'erreur qu'il commet, c'est qu'il donne l'impression qu'il privilégie ses rapports avec Alassane Ouattara par rapport à ses rapports avec ceux qui sont opposés et qui résistent contre Alassane Ouattara. Donc sa deuxième maladresse, c'est de se présenter comme un Ouattaro compatible. Alors que la Côte d'Ivoire a un seul problème aujourd'hui, c'est de débarrasser de la dictature de Ouattara. Lui, quand il revient en Côte d'Ivoire, il se fait identifier, il se fait présenter comme quelqu'un qui est Ouattaro compatible, quelqu'un qui a les conseils de Ouattara, quelqu'un qui est le bon petit de Ouattara, quelqu'un même que Alassane Ouattara serait en train de préparer à le remplacer. La presse parisienne fourmille d'articles écrits pour dire que il y aurait eu une espèce d'entente entre lui et Alassane Dramane Ouattara pour que ce soit lui qui vienne représenter les intérêts du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, et bien de l'ultralibéralisme, de l'ultracapitalisme, maintenant qu'Alassane Ouattara est fatigué. Un banquier en appelle un autre. Toute cette campagne a été menée, jamais il ne s'y est opposé. Jamais il n'est sorti pour dire « je n'ai pas dealé avec Ouattara Dramane ». Jamais il n'est sorti pour dire « je ne suis pas venu poursuivre l'œuvre de Ouattara, je ne suis pas son héritier, je ne suis pas son bon petit ». Donc il arrive, il fait la maladresse de s'identifier à l'homme que, politiquement, toute la Côte d'Ivoire, dans sa écrasante majorité, veut abattre. Deuxième maladresse. Et il va très loin dans cette maladresse, puisque c'est à cette amabilité à Alassane Ouattara qu'il doit le renouvellement de ses papiers à l'ambassade de Côte d'Ivoire, ici, à Paris. Il fait renouveler
ses papiers ivoiriens à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Et il fait savoir au monde entier que c'est Alassane Ouattara qui a donné des instructions pour qu'on les lui donne. Et Alassane Ouattara, qui est très malin et très pervers, fait savoir à la terre entière, j'ai donné des instructions fermes pour qu'on lui donne son certificat de nationalité. J'ai donné des instructions. Non, 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 non. J'ai donné des instructions pour cela. Non, 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 Tidiane, c'est mon fils. Mon fils. Tout le temps qu'ils sont dans cette idylle, Tidiane Thiam ne se rend pas compte qu'Alassane Ouattara l'embrasse pour mieux l'étouffer. Or, posons-nous une question. Quand Alassane Draman Ouattara permet à Tidiane Thiam de renouveler ses papiers ivoiriens en 2022, il permet à Tidiane Thiam de reprendre pied dans le pays, dans le but, d'ailleurs, de récupérer le PDCIRDA. La question est, l'article 48, là, qu'on utilise aujourd'hui contre Tidiane, est-ce qu'il n'existait pas? L'article 48 de la Constitution, qui dit que l'Ivoirien qui acquiert une nationalité étrangère perd par là même sa propre nationalité. Est-ce que cet article n'était pas là en 2022? Cet article était là. Alassane Ouattara a sciemment accepté de violer l'article pour montrer à Tidiane que la loi, en fait, en Côte d'Ivoire, c'est lui, Ouattara. Ce n'est pas la Constitution qui fait la loi en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara interprète la loi comme il veut. Un jour, d'ailleurs, publiquement, il est venu avec un exemplaire de la Constitution de 2016 dans sa poche. Vous vous souvenez de la scène? Alassane Ouattara a sorti cet exemplaire devant les journalistes et a dit « Qui connaît mieux la Constitution de la Côte d'Ivoire que moi? Qui a fait cette Constitution? Mais qui a produit cette Constitution? Mais c'est moi. » Donc Alassane Draman Ouattara, tant qu'il est à la tête de la Côte d'Ivoire, ne considère pas la Constitution comme la loi. C'est lui, la loi. C'est son humeur qui fait la loi. C'est son interprétation de la Constitution qui est fondamentale. Dans un système d'état de droit, normalement, c'est la Cour constitutionnelle qui est chargée d'arbitrer la question de la constitutionnalité des lois, de la constitutionnalité des actes politiques. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.